On va parler de la reproduction, parce qu'en réalité, la reproduction est l'aspect la plus importante en élevage de porc. Donc, vous devez savoir que si vous voulez réussir cette activité, vous devez mettre l'accent sur la reproduction et l'engraissement. Et je dis surtout ceci, que même si vous voulez faire l'engraissement, comme parfois certaines personnes préfèrent acheter les porcelets pour engraisser, si vous voulez faire réellement du bénéfice, il est préférable pour vous de produire vous-même vos propres porcelets avant de les engraisser. Donc c'est pour ça qu'on dit dans le cours que l'élevage des porcs est rentable lorsque vous faites la reproduction et l'engraissement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va plus s'attarder sur la reproduction. Donc comme je disais, pour réussir votre activité, vous devez mettre l'accent déjà sur le choix des reproducteurs. Le choix des reproducteurs doit commencer déjà par la bonne race. Parce que si vous n'avez pas une bonne race, cette race-là n'aura pas les bonnes performances chez vous. Et vous allez échouer la reproduction. On se comprend? Et vous allez échouer la reproduction. On a déjà eu à étudier les différentes races. Donc maintenant, on doit plutôt parler du choix des reproducteurs. Donc on parle du choix des reproducteurs. On doit faire allusion à quoi? À la femelle, à la truie et au verat. Comment choisir un bon verat pour la reproduction? Comment choisir une bonne truie pour la reproduction? Donc, si vous voulez par exemple partir acheter vos reproducteurs, vous devez prendre au niveau des femelles ceux qui ont de très bonnes performances. Quand je parle de très bonnes performances, ça veut dire que ceux que vous observez dans votre cheptel qui ont déjà un bon poids. Parce que si déjà une truie a un bon poids, ça veut dire que chez vous aussi, ces porcelets aussi auront un bon poids après la mise bas. On se comprend. Voilà. Au niveau maintenant de la femelle que vous allez prendre, vous allez vérifier ce qu'on appelle, vous allez faire ce qu'on appelle la sélection ascendante. La sélection ascendante signifie quoi? Ça veut dire que vous devez vérifier déjà les parents des reproducteurs que vous voulez prendre. On se comprend? Donc ça veut dire que si vous partez acheter les reproducteurs sans avoir eu au préalable une idée de la génétique où vous prenez vos reproducteurs, c'est un problème. Parce qu'il peut arriver par exemple que les parents là n'avaient pas les bonnes performances, n'avaient pas les bonnes caractéristiques. Si par exemple c'était les porcs qui développaient assez de cannibalisme, ça veut dire que même chez vous, ne pensez pas qu'il y aura une différence. Hein. Même chez vous, les truies là auront forcément du cannibalisme. Vous voyez que ça veut dire que c'est les performances qu'il fallait, ce qu'il fallait éviter. Si maintenant vous prenez par exemple une truie qui n'a pas un bon poids carcasse, par exemple, lorsque vous observez les parents, vous voyez que la truie, elle a à peine 200 kg. Vous voyez que si vous prenez une truie, par exemple, que déjà à 2 ans de reproduction dans la ferme, vous partez acheter, elle retrouve à 70 kg ou 100 kg. Vous voyez que c'est un problème. Ça veut forcément dire que peut-être que la truie là n'a pas été programmée, les parents n'ont pas été programmés pour avoir ces performances. Et si vous prenez ces résultats, ces reproducteurs, rassurez-vous chez vous, ils ne vont pas faire la sorcellerie. Le chien ne peut pas donner le chat. Vous voyez un peu. Donc vous devez mettre l'accent sur la sélection ascendante. Vous devez vérifier déjà à la base les parents des reproducteurs que vous voulez prendre. C'est ça qui doit vous rassurer que non, effectivement, chez moi, j'ai les bons reproducteurs. Et maintenant, au niveau de la sélection de la truie, j'ai dit à la base, vous devez vérifier sa conformation. Vous devez vérifier ses mamelles. Ces mamelles, ça veut dire que vous devez compter le nombre de tétines que la truie a. Vous voyez les tétines, non? Les mamelles, vous comptez ça. Vous devez compter le minimum. Il doit être au moins 14. Donc ça veut dire 7. Il y a les truies qui partent jusqu'à 21. Parce que si vous prenez une truie, par exemple, qui a 5, qui a 10 mamelles, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Vous pouvez avoir les porcelains surnuméraires. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir les porcelains que lorsque vous pouvez avoir une truie qui vous met bas facilement 15 porcelains. Si une truie vous met bas 15 porcelains, car la truie à la base, elle a 10 tétines. Vous voyez qu'il y a pratiquement 5 porcelains qui n'auront pas de tétines. Ou ils vont téter avec un retard. Et vous voyez qu'en tétant avec un retard, ça cause directement un retard de croissance. Donc c'est pour ça qu'il faut que la truie ait le nombre de tétines. Donc vous devez prendre celle qui a le maximum possible. J'espère que c'est bon.
vous devez éviter les truies qui ont des anomalies. Parce que parfois, lorsque vous prenez certaines truies, elles peuvent développer certaines malformations, comme peut-être les lignes ombilicales et autres. Ces porcs comme ça, quand vous avez les porcs, par exemple, qui ont les lignes ombilicales, vous ne devez pas les envoyer en reproduction. Vous devez tout simplement les envoyer en engraissement et les sortir pour la boucherie. À défaut, vous pouvez faire une opération chirurgicale. Mais le problème maintenant avec l'opération chirurgicale, c'est que parfois, les résultats ne sont pas parfois 100%. Et que lorsque la truie parfois développe les nids, elle grandit toujours normalement. Donc vous voyez que vous pouvez l'engraisser et éviter ça. Parce que quand vous faites par exemple une opération chirurgicale, vous pouvez vous retrouver facilement peut-être dans 15 000. Le déplacement du vétérinaire et autres, parfois même, vous voyez 15 000 avec les soins qui vont suivre après. Et vous savez déjà qu'on vous a dit que lorsque vous engraissez un porc, vous gagnez autour 60 000. Et les nids n'empêchent pas le porc de grandir normalement. Donc, mais ça retarde, ça n'a pas trop un aspect négatif. Donc, tout ce qu'on vous conseille normalement, c'est d'engraisser et de vendre. J'espère que c'est bon. Voilà. Et vous devez vérifier maintenant la conformation. Quand je dis la conformation de la truie, son poids aussi. Avant d'envoyer une truie en reproduction, vous devez veiller à ce que la truie là ait au moins 80 kg. Pourquoi on dit 80 kg? Parce qu'il faut que la truie elle soit déjà en maturité. Vous comprenez ce que je dis? Il faut que la truie soit en maturité. Parce que si vous envoyez les porcs en reproduction qui ne sont pas en maturité, à la fin du cycle, vous n'allez pas avoir un bon rendement au niveau du poids carcasse de la truie. Et même les porcelets que la truie doit vous fournir ne seront pas les porcelets vraiment assez avec un bon poids. Parce qu'elle-même déjà, elle n'a pas été en maturité avant que vous l'avez envoyée en reproduction. Et vous devez savoir maintenant que si vous croisez vos truies très jeunes, par exemple, si vous croisez une truie comme peut-être celle-ci, qui est déjà prête à croiser, on ne peut pas encore la croiser parce qu'elle n'a pas encore atteint le poids. Vous voyez, c'est dans pratiquement un mois qu'on peut dire qu'on peut croiser les porcs de cette loge. Si vous prenez une truie, par exemple, comme celle-ci, qui est dans une soixantaine de kilos, vous croisez une truie comme celle-ci, ça doit retarder sa croissance. Ça doit retarder sa croissance. Ça veut dire que même pendant la gestation, elle ne pourra plus gagner le poids normalement comme une truie qui était en maturité avant que vous l'avez croisée. Vous voyez un peu. Et quand ça retarde sa croissance, c'est une fois. Et ce n'est pas après qu'elle doit grandir. Ça veut dire que quand elle va mettre bas, étant presque toujours petite, vous allez encore recroiser la truie, non? Vous allez encore recroiser la truie. Et quand vous allez recroiser la truie, ça doit toujours retarder sa croissance. Et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, pour la sélection du mâle. Pour la sélection du mâle, c'est pratiquement les mêmes critères que vous devez rechercher chez le mâle, que j'ai dit chez les femelles, que vous devez rechercher chez le mâle. À la seule différence maintenant, c'est que chez le mâle, lui, il y a les mâles parfois, vous devez vérifier les testicules du mâle. Vous voyez, il y a certains mâles qui ont un seul testicule, c'est un problème. Il y a certains mâles qui n'ont même pas de testicules, c'est un problème. Vous voyez, ça veut dire que quand vous prenez votre mâle, on vous dit quoi? Vous devez vérifier que votre mâle, que les noyaux sont bel et bien présents chez le mâle. Les deux noyaux sont bel et bien présents. Et pour tester ça, généralement, vous devez arrêter ces noyaux. Quand vous arrêtez ce noyau, vous vérifiez la présence des deux noyaux, non? Et ça doit être mobile à la palpation. Donc, ça ne doit pas être seulement dur sur place. Les noyaux doivent être d'abord bien développés et mobiles à la palpation. J'espère que c'est bien noté. Voilà. Et même les mamelles aussi du mâle, vous devez vérifier parce que ça fait partie de la génétique. Parce que généralement, c'est ça qui doit transmettre à sa génération. La sélection ascendante, vous devez aussi effectuer ça chez le mâle. Et pour le choix du mâle, si par exemple, on a une loge comme celle-ci, et que c'était les mâles, vous devez prendre le mâle le plus vigoureux possible. Le mâle qui a un instinct sexuel très développé. Parce que si vous prenez un mâle, par exemple, qui dort, que quand on arrive dans la loge comme ça, quand les gens sont en train de se chevaucher, il est toujours à son angle, il dort. Rassurez-vous, même chez vous, quand vous allez l'envoyer la femelle, il doit faire la même chose. Il doit lui dormir. Ou à défaut, il va donner un coup et se coucher, dormir lui tranquillement. Donc vous devez prendre le mâle qui a un instinct sexuel très développé. Donc il a l'appétit sexuel à 100%.
Donc, quand il est dans la loge comme ça, il chevauche tout le monde. Il chevauche, il chevauche, il chevauche.